Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation des robots et aujourd'hui on va aborder un démontage un peu plus en détail, du robot. Donc je vais commencer par, le déshabiller, donc retirer tous les capots. Donc, notre robot tout nu, sans ses capots. Donc, au niveau des actionneurs qu'on peut voir ici, donc pas grand-chose de plus que quand il avait ses capots, puisque finalement, on s'arrange toujours pour que ce soit bien visible de l'extérieur. Par contre, là où on découvre un peu plus de choses qui étaient bien masquées par les capots, c'est d'une part toute la partie encodeur et à l'arrière, derrière le plomb, la partie pneumatique. Donc, circuit pneumatique qui est ici. Sur le côté du robot, sur le côté gauche du robot, on a la carte de propulsion qui reçoit depuis la carte mère via une nappe les signaux de contrôle, qui sont des signaux d'une part des PWM et d'autre part un pin de direction. On a aussi un signal enable pour chacun des deux moteurs. Sur la carte, on retrouve principalement deux contrôleurs moteurs brushless Maxon DEC 50/5 qui sont sur des entrepôts de support. Donc, je peux le sortir. Hop, voilà. Ce qui permet de les changer facilement en cas de problème. Alors on en a en rechange, on est venu à la coupe avec quelques-uns de rechange. Pour les contrôler et faire les niveaux logiques, on a un petit traco ici qui nous produit un 3,3 volts local à partir de l'alimentation de puissance qui vient de l'autre côté du robot où se trouve la carte d'alimentation. Donc ça, cette alimentation-là, et derrière l'arrêt d'urgence, donc quand on actionne, il n'y a pas de puissance dans cette carte-là. Il y a une série, alors on ne les voit pas parce qu'ils sont sur le derrière de la carte, que je vais pouvoir sortir. On a à l'arrière, hop. Donc vous voyez, hein, toujours très très simple de démonter l'ensemble des pièces du robot. Voilà. Donc, je vais débrancher ça pour éviter un petit problème. Et on voit derrière que l'ensemble des signaux de contrôle qui viennent de la carte mère sont à travers des optocoupleurs. C'est pour éviter tous les parasites qu'il pourrait y avoir en provenance des commutations sur les contrôleurs moteurs qui risqueraient de remonter via les signaux logiques et d'atteindre directement le microcontrôleur. On a aussi une série de diodes de protection qui sont à la fois sur l'entrée de l'alimentation, donc si jamais on s'est trompé dans le branchement, on va s'en rendre compte avant. La carte va fumer, mais dans le bon sens. Et de l'autre côté, on a aussi une protection sur les sorties pont H entre guillemets manuel, c'est-à-dire que là on a 4 MOVSET avec des petits contrôleurs dont j'ai plus la référence en tête, mais qui nous permettent notamment de contrôler un moteur en tout ou rien ou en utilisant toutes les voies, un troisième moteur brushless. Mais la particularité de ce contrôle-là, c'est que c'est entièrement manuel. C'est-à-dire que via des signaux de commande supplémentaires, on doit faire tous les timings de commutation des phases des moteurs brushless, ce qui n'est pas forcément évident. Et donc, bien évidemment, on a préféré rester sur un contrôleur tout intégré pour la propulsion du robot. Petit détail aussi, on a rajouté, même si c'est complètement indépendant du reste du circuit, une petite multiprise pour les AX12. C'était pas utilisé sur cette version de la carte, qui a été reprise de l'année précédente, mais c'était le cas l'année dernière, lorsqu'il y avait besoin d'avoir des AX12 à proximité de cette carte-ci.
Au niveau des moteurs, on a conservé la connectique d'origine. Donc, ce sont des moteurs, si je ne dis pas de bêtises, euh, EC Max 30, il me semble, euh, à confirmer. Mais ce sont des moteurs qu'on utilise à l'identique sur le petit et sur le grand robot, car ils ont l'avantage d'avoir, d'une part, les mêmes caractéristiques et d'autre part, d'avoir été acquis à l'occasion d'un lot. Donc, on en a quelques-uns en réserve, ce qui est quand même pratique. Voilà à peu près ce qu'il y a à dire sur cette carte-ci. De chaque côté du robot, nous avons deux encodeurs, roucodeuses indépendantes, comme expliqué dans la partie pour la présentation de la base roulante. Et d'un point de vue électronique, nous utilisons deux capteurs AMT103 avec une résolution réglée sur 1024 ticks par tour qui va être transmise à la carte mère via un câble blindé à 5 conducteurs, masse, channel A, channel B et index, en plus d'une alimentation 5 volts. On a pris la peine de connecter nos encodeurs sur un câble avec des connecteurs Dupont pour pouvoir facilement les démonter et éventuellement changer le câble si jamais celui-ci venait à s'user. À l'autre extrémité du câble, au niveau de la carte mère, comme nous le verrons plus tard, nous avons utilisé une connectique WRMM de Würth Electronic. Ce sont les petits connecteurs rouges au pas de 1,25 pour leur facilité d'insertion, de tenue et surtout la présence d'un détrompage essentiel lorsqu'on s'agit d'utiliser une petite puce comme ici qui ne supporte pas les inversions de polarité. C'est d'ailleurs pour cette même raison que vous avez deux flèches jaunes qui nous permettent, lorsque nous devons les rebrancher, de ne pas connecter à l'envers. Sur le flanc droit du robot, nous avons la carte d'alimentation qui a pour fonction de récupérer l'énergie en provenance de la batterie et de la distribuer au travers de plusieurs rails d'alimentation aux différents éléments électriques du robot, principalement les moteurs pour tout ce qui est la partie actionneur et la carte mère pour tout ce qui va être partie logique. En entrée de la carte d'alimentation, qui est donc la carte rouge que vous voyez ici, nous avons la tension en provenance de la batterie, donc qui arrive au travers d'un connecteur au pas de 5,12, je crois, 5,2, au pas de 5 mm, pardon, qui vient en provenance de la batterie. Donc on utilise des petits connecteurs XT30 et deux batteries de 3S pour une tension nominale de 20 volts à peu près, enfin 22 volts plus précisément. Au niveau de l'étage d'entrée, on a en premier une diode pour protéger les inversions de polarité qui pourraient survenir. Et tout de suite derrière, nous avons un support fusible équipé d'un fusible au format fusible de voiture, ce qui va nous permettre de facilement trouver des remplacements si jamais un fusible venait pour une raison ou une autre à claquer. Juste derrière ce fusible, on attaque directement l'étage, la voie de puissance avec un MOSFET P qui va être contrôlé par l'arrêt d'urgence et qui nous permet, grâce à une simple tension logique au niveau de ce bouton d'urgence, de commuter l'ensemble des rails de puissance de la carte, qui se divise en trois. Le premier étant la tension batterie qui est redirigée vers la carte de propulsion, qui est de l'autre côté du robot, via ce connecteur. Ça passe en dessous et ça rejoint l'autre côté du robot. Et deux tracos qui vont faire du 12 volts pour les Dynamic Cell et du 5 volts pour les servomoteurs. Au niveau de la partie logique cette fois-ci, donc qui est branchée en parallèle sur la batterie derrière les protections du rail de puissance, nous avons un traco qui va produire le 5 volts nécessaire à la Raspberry Pi, à la carte mère, au lidar, au ventilateur qui servent à refroidir les cartes et tous les autres éléments, par exemple aussi les encodeurs ou certains capteurs qui peuplent le robot. Pour rentrer un peu plus dans le détail sur la partie puissance, donc on utilise des modules Traco Power qui vont accepter des tensions d'entrée entre 9 et 36 volts. Donc même si notre batterie est très déchargée, on n'a pas de risque d'avoir
des pertes de tension secondaires. Et derrière, donc on a aussi la possibilité, grâce à un pin de trim, d'ajuster la tension. C'est pour ça qu'on n'est pas réellement en 5 volts, par exemple, sur le rail puissance, mais on va être plutôt aux alentours de 6 volts. Ça permet d'avoir un petit peu plus de patates dans les servomoteurs et puisque à puissance égale, on va réduire le courant, ça nous permet aussi d'avoir des sections de fil légèrement plus faibles. Bon, on s'embête pas à les changer, on garde la marge, mais au moins on est un peu plus tranquille de ce côté-là. En termes de puissance délivrable, sur le rail de puissance 5 volts, on est capable de fournir jusqu'à 6 ampères. Bien évidemment, derrière le traco, nous avons une banque de capa Wörth d'à peu près 330 microfarads, si je ne m'abuse, qui va assurer une petite réserve d'énergie et aider dans sa tâche le traco à avoir une tension constante. Donc la référence pour le 5 volts du traco, c'est le THN 302411 WI-A1, qui est la dernière version que nous a fourni Traco Power et qui permet notamment donc de monter à 6 volts au lieu de 5,5 volts pour la version WI sans le A1 derrière. Au niveau du 12 volts, donc là encore, qui est utilisé pour les Dynamic Cell AX12 et MX28, nous avons boosté un petit peu la tension de sortie, puisque nous ne sommes pas exactement à 12 volts, mais si je ne m'abuse, à 13,1 volts. Ce traco, qui est le TEN 60-2412 WIN, nous permet de délivrer jusqu'à 5 ampères, ce qui est relativement large par rapport aux 3 Dynamic Cell présents dans le robot. Pour la partie logique, maintenant, nous avons utilisé un autre modèle de traco. Il s'agit du THN 24, THN 15 24 11 WI, donc sans le A1 cette fois-ci, puisque nous avons une tension pile de 5 volts pour tout ce qui est alim logique. Au niveau du courant de sortie, on est à 2 fois moins que la partie puissance, puisque nous sommes limités à 3 ampères, mais c'est néanmoins suffisant pour la Raspberry Pi, la carte mère et le lidar. À chaque fois, nous avons en sortie de notre carte à la fois un connecteur OPA de 3,5 mm et un petit jumper que nous n'avons pas utilisé ici, qui nous permet d'avoir une sortie auxiliaire si jamais par exemple on a besoin de récupérer une tension pour un ventilateur ou autre chose. Concernant les Dynamic Cell, on a profité du fait que nous avions la place de mettre 3 prises pour faire une petite multiprise, comme sur la carte de propulsion. Sauf qu'ici, nous l'utilisons, c'est-à-dire que nous avons choisi de partir directement via ce câble au Dynamic Cell où on envoie la puissance et la data. Et pour venir depuis la carte mère, nous avons fait ce câble-ci qui n'utilise pas, comme vous voyez, il manque le pin central, la puissance, mais uniquement la masse et la data. Le tout passe par un câble coaxial, ce qui assure une propreté parfaite du signal de data. Au niveau des cartes annexes, nous avons en top, en haut à droite, en haut à gauche, pardon, sur votre vidéo, la carte moteur qui nous permet de gérer via ce connecteur la pompe à palette qui fait le vide pour la ventouse du robot. Elles sont équipées de 2 ponts H qui nous ont été fournis par ST Microelectronics, avec un petit étage pour faire la mesure de courant. Le tout est retourné via un connecteur WRM 8 points à la carte mère pour pouvoir récupérer et contrôler le moteur de la même façon que les moteurs de propulsion, c'est-à-dire en PWM et avec un pin de direction et de break. En haut à droite, on a derrière ces 2 nappes une petite carte interface qui nous permet de convertir les alimentations et les signaux de retour des capteurs à des niveaux qui sont lisibles par la carte mère. Donc là encore, on repart avec une petite nappe. En l'occurrence, on a plusieurs configurations puisqu'on a plusieurs types de capteurs. Nous sommes capables de gérer, selon la configuration des CMS qui sont implémentés, le cas des capteurs en PNP, en NPN, en normally close, en normally open et les retours de lignes analogiques s'il y en a. Voyons un peu en haut du robot comment s'organisent les différentes cartes électroniques. Nous avons donc une carte clavier,
une Raspberry Pi, un adaptateur USB vers liaison série, UART, la carte de gestion de notre lidar, en dessous notre carte mère sur laquelle vous retrouvez une Nucléo, et sous cette Nucléo, vous avez une carte FPGA DE0 Nano qui sert pour toutes les fonctions de base. Au niveau de la Raspberry Pi du robot, nous avons connecté dessus principalement un écran qui nous sert d'interface, qui est ici. Il est fixé sur le toit directement avec de l'adhésif et son connecteur vient se mettre au niveau de la Raspberry Pi via une petite rallonge qui nous a permis de ne pas avoir à utiliser de nappe pour l'interconnecter, qui nous permet de retirer le toit sans rien avoir à débrancher, en tout cas pour ce qui concerne cet écran. La Raspberry Pi nous fournit 4 ports USB, nous en utilisons 3. Un premier qui va, via ce câble blanc, tourner à 90 degrés, se connecter sur l'interface de debug de la Nucléo. Nous en avons un second qui va être utilisé pour se connecter sur l'interface UART, elle-même connectée à une UART du STM32 directement cette fois-ci, pour des cas de figure de contrainte temps réel. Et un troisième câble USB qui va venir se connecter sur l'interface de notre lidar, puisque ce dernier est géré au niveau de la Raspberry Pi directement. Le port Ethernet a été placé judicieusement en face d'une ouverture dans le capot, ce qui nous permet, sans avoir à démonter le robot, d'y brancher un câble Ethernet lorsque nous avons du debug à faire et que nous souhaitons contrôler le robot avec un ordinateur. Optionnellement, nous pouvons utiliser la fonction intégrée de Wi-Fi de la Raspberry Pi pour nous y connecter sans fil. Une ouverture a aussi été aménagée dans les capots pour pouvoir utiliser le port HDMI, ce qui nous permet, si nécessaire, de faire un debug sur un écran externe. Afin de maintenir la Raspberry Pi à une température raisonnable, un ventilateur 5 volts a été intégré au-dessus de cette dernière pour la rafraîchir en permanence. Nous utilisons aussi, en plus du connecteur pour l'écran, un autre GPIO sur la Raspberry Pi avec ce petit câble qui va nous permettre de communiquer un signal binaire au STM32. Ce signal correspond à la détection d'un adversaire. Cela nous permet d'avoir un très bon temps de réponse sur cette fonction critique du robot. Pour l'alimentation de la Raspberry Pi, nous n'utilisons pas le connecteur habituel, mais une paire de picots qui ont été soudés sous la carte et qui sont connectés à notre rail d'alimentation 5 volts fourni par les Traco Power de la carte d'alimentation que nous avons vu précédemment. La carte clavier permet à l'utilisateur de déclencher la plupart des fonctions du robot sans avoir besoin de l'ouvrir. La première étant la mise sous tension de ce dernier via l'interrupteur logique qui va permettre donc d'alimenter les cartes. Un témoin lumineux va nous confirmer que tout a bien démarré et nous pourrons ensuite activer la puissance via l'arrêt d'urgence. Nous aurons aussi un témoin lumineux, puisque ce dernier intègre une lampe qui va nous informer que le rail de puissance est bien sous tension. Et on a pris la peine de faire en sorte que si la logique n'est pas allumée, l'arrêt d'urgence ne puisse pas être enlevé. De telle façon qu'en cas de parasite, et si la puissance était mise en route, le robot ne fasse pas des actions aléatoires. Les informations concernant ces deux rails d'alimentation sont transmises directement à la carte d'alimentation via cette petite nappe. Les fonctions logiques sont-elles gérées par une seconde nappe connectée directement à la Nucléo qui vient se brancher à ce niveau-là. Elles sont au nombre de 3. La première consiste en une série d'interrupteurs, 1, 2, 3, qui vont nous permettre de contrôler des fonctions telles que le choix de la couleur ou le basculement de stratégie, le type de match que l'on va faire, match debug, essai, ou match de compétition, mais aussi de contrôler le reset via cet interrupteur-là, et enfin, très important pour pouvoir démarrer un match, de pouvoir, via un micro-switch, récupérer l'état de la tirette. La carte d'interface UART permet la communication directe entre la Raspberry Pi et une UART se situant sur la Nucléo. On utilise un petit câble dédié qui se trouve ici et qui va venir faire l'interface. Seuls les signaux RX-TX sont utilisés, il n'y a pas de contrôle de flux qui est intégré à cette interface.
Pour la carte LiDAR, nous avons donc une interface USB qui, comme je l'ai dit auparavant, est branchée à la Raspberry Pi et une alimentation 5 volts qui arrive depuis le rail logique vers ce petit mini jack branché sur la carte. De l'autre côté, nous retrouvons la carte. De l'autre côté de la carte, nous retrouvons la prise du LiDAR qui permet de s'interfacer avec l'interface propriétaire de ce dernier. La carte mère de notre robot se constitue d'un empilage de plusieurs cartes. Premièrement, en vert, la carte mère en elle-même, que nous avons conçue en interne et fabriquée chez Eurocircuit. Ensuite, la DE0 Nano et en superposition mezzanine, une STM32 F303RE. Les deux cartes DE0 Nano et STM32 discutent entre elles via un bus SPI dédié. Pour la STM32, nous utilisons l'interface UART qui se branche ici pour communiquer avec la Raspberry Pi, mais aussi, comme on l'avait avant, le debugger. Concernant la DE0 Nano, un port USB est disponible sur le bord de la carte et nous l'utilisons pour reflasher le FPGA. Les LED de debug et les boutons de reset ont été déportés pour des questions de facilité d'accès. Concernant les interfaces à proprement parler de la carte mère, les principales concernent la propulsion du robot. Elles sont au nombre de 2 avec les 2 encodeurs qui ont soit un connecteur NAP, soit un connecteur Dupont et l'interface de contrôle de la carte propulsion qui est ici sur le côté et qui part donc vers la dite carte un peu plus bas dans le robot. En termes d'actionneurs, maintenant, il y a plusieurs ports pour brancher des Dynamixel avec le bus dédié de la marque en question, qui est traité par un petit transceiver qui est sur le dessous de la carte en CMS, et plusieurs sorties servomoteurs. Certaines sont reliées au FPGA, c'est celles que nous utilisons principalement. D'autres sont reliées aux sorties PWM de la STM32. Nous ne les utilisons pas pour le moment. Enfin, il y a des interfaces de GPIO, certaines reliées par exemple à la carte clavier, comme nous l'avons vu, d'autres encore reliées à la partie carte capteur de la carte d'alimentation, qui nous permettent de récupérer l'état des capteurs tout ou rien. Il y a aussi des entrées analogiques que nous n'utilisons pas aujourd'hui, mais qui sont là en réserve pour de futurs capteurs avec des sorties analogiques. Elles sont toutes reliées, celle-ci, à la STM32. Nous disposons aussi, à des fins d'extension, mais pas encore exploitées pour l'instant, de plusieurs sorties UART, SPI, mais aussi d'une sortie CAN. Et c'est à peu près tout. Bien évidemment, la carte est alimentée avec 2 arrivées, 5 volts logique et 5 volts puissance, puisque la distribution de la puissance des servomoteurs se fait directement sur la carte. Concernant le gros robot, l'électronique est très similaire à celle du petit robot, à quelques différences près que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, au niveau de la carte d'alimentation, on retrouve globalement les mêmes rails de logique et de puissance, à un petit détail près, sur le rail de puissance, une capa 10 000 microfarad 25 volts fournie par Würth Electronic vient épauler la sortie du MOSFET pour les appels de courant qui pourraient notamment être générés par la présence d'un ESC pour le moteur brushless de l'éjecteur. Au niveau de la carte de propulsion, on est sur une ancienne version, celle qui avait été conçue en 2018, et qui souffre d'un petit défaut de conception où les 2 contrôleurs brushless Maxon se retrouvent superposés et donc légèrement en décalage. À part cela, version plus ancienne oblige, on constatera l'absence de demi-pont H, comme sur celui du petit robot. Concernant la carte mère, pas de changement notable, idem au niveau de la nucléo de la DE0 Nano, de l'interface UART vers USB et de la carte de gestion du LiDAR, à ceci près que cette dernière dispose d'un câble USB un peu modifié. Au niveau de la Raspberry Pi, là encore, pas de différence majeure, on retrouve la même méthode d'alimentation avec les petits picots soudés au dos. La petite différence quand même, c'est au niveau de l'interface avec l'écran qui ne passe pas cette fois-ci par une rallonge à picot, mais par une nappe avec 2 connecteurs de part et d'autre, connecteurs fournis là encore par Würth, qui vont permettre de déporter l'écran à plat sur le toit.
De manière similaire, le connecteur Ethernet n'étant pas directement accessible sur une tranche du robot, c'est une rallonge Ethernet mâle-femelle qui permet de le déporter à la verticale sur le toit du robot. Un ajout qui ne se retrouve pas dans les autres robots est une petite carte à base de relais qui permet de contrôler les deux électrovannes des ventouses du bras qui se relient sur la carte mère sur une entrée GPIO et qui est alimentée par le rail puissance en provenance de la carte d'alimentation. On retrouve en haut du robot la carte clavier qui fonctionne à l'identique de celle du petit robot. On retrouvera à l'avant du robot, pour pouvoir contrôler le moteur brushless, comme je le disais un peu plus tôt, un ESC de modélisme qui est capable de délivrer jusqu'à 40 ampères, largement suffisant pour faire tourner notre moteur brushless donc. Nous vous avons présenté nos robots, mais il y a un autre élément très important de cette compétition qui est souvent laissé de côté. Il s'agit des accessoires qui gravitent autour de ces derniers. Alors on a décidé de leur consacrer quelques minutes pour vous les présenter. Il y en a deux que vous connaissez très bien. Le premier, il s'agit des batteries que nous retrouvons dans chaque robot. Dans notre cas, nous utilisons des batteries lithium polymère de 3 cellules d'une capacité de 2,2 ampères-heure. Ces batteries sont bien évidemment stockées, comme le veut le règlement, dans des sacs ignifugés, dans notre cas de marque All-Star, que nous maintenons fermés et compactés à l'aide de scotch. Lorsque nous recevons ces batteries, comme celle-ci qui est neuve, nous avons comme première opération de remplacer le connecteur, qui dans notre cas est un XT60, par notre connecteur favori, le XT30. Dans chacun de nos robots, nous utilisons 2 de ces batteries pour un total de 6 S. L'autre élément indispensable au fonctionnement de nos robots, il s'agit des tirettes de démarrage, puisque le règlement, là encore, nous les impose. Dans notre cas, nous avons fait le choix d'une simple tige en acier reliée à une cordelette qui, lorsqu'elle est retirée d'un trou se situant au sommet de nos robots, déclenche un micro-switch. Alors, vous voyez ici notre tirette originelle avec un joli trou dans la barre d'acier qui nous permet de passer la cordelette. Et bien évidemment, nous avons eu des aléas, comme tous les ans, avec la corde qui a rompu, que nous avons dû réparer à coup de piste-colle, le fameux piste-colle ami favori des roboticiens de la coupe. Et bien évidemment, le fameux cas de la tirette qui est perdue, finalement retrouvée, qui nous a obligés à bricoler une tirette avec un bout de scotch et un reste de corde de notre électron. Mais passons sur ces petites anecdotes et intéressons-nous à l'accessoire suivant, que certaines équipes ont aussi, mais qui est pour nous une première, puisque c'est en 2018 et 2019 que nous avons initié cet accessoire. Il s'agit de la cale de démarrage. Donc dans notre cas, elle est découpée au laser et nous permet de caler à la fois le petit robot et le gros robot sur les zones de départ. Donc nous utilisons les bords latéraux pour nous caler sur les dessins de la table. La cale est réversible pour pouvoir partir d'un côté ou de l'autre de la table. L'accessoire suivant, là encore, n'est pas très commun. Il s'agit des tours que nous mettons sur les coins de la table. Alors, si cette année vous regardez nos matchs, vous ne les verrez pas en situation. La raison est toute simple, c'est que ces tours sont faites pour fonctionner de pair avec une partie logicielle exploitant le lidar au sommet de nos robots pour pouvoir faire du positionnement absolu sur le terrain. Malheureusement, cette partie-là n'a pu être mise au point suffisamment de manière aboutie pour pouvoir être utilisée dans le cadre de la compétition. Néanmoins, vous pouvez quand même voir que nous avions construit complètement ces éléments-là, qui viennent donc se fixer avec des vis à serrage rapide sur les 4 coins de la table. En l'occurrence 3, puisqu'il y a 6 supports en tout. 3 pour nous, 3 pour notre adversaire. Ils sont recouverts à leur sommet de scotch réfléchissant qui permet une meilleure visibilité de ces structures par le lidar. Enfin, dernier accessoire, là encore, que l'on retrouve chez pas mal d'équipes dans le cadre de leur développement. Il s'agit d'un système tout simple, un simple câble qui permet d'alimenter de manière externe le robot, très utile lorsque nous voulons économiser les batteries dans le cadre d'essais sur table. Dans notre cas, nous avons des fiches bananes qui vont se connecter sur une alimentation externe, qui sont branchées
en série avec un arrêt d'urgence qui reste à portée de la personne en train de programmer, de façon à pouvoir arrêter le robot qui est relié à la dernière extrémité avec les fameux connecteurs XT30 si jamais quelque chose se passe mal. Afin de laisser notre robot se reposer sur les tables de travail, nous avons fabriqué une cale à base de mousse polyuréthane qui nous permet de le stocker sans que les divers éléments du robot ne soient en contact avec le sol, en l'occurrence ici les encodeurs. Les découpes de la plaque en question ont été faites avec un scalpel, mais si vous voulez faire la même chose, je vous recommande une scie oscillante, c'est beaucoup plus efficace. Cette cale vient ensuite se placer dans une caisse en bois constituée de panneaux de 5 mm qui permet de transporter le robot et notamment, mais surtout de le protéger avec un couvercle qui permet donc de l'isoler de l'extérieur et des poignées pour la facilité du transport. La même logique a ensuite été appliquée pour le grand robot avec une caisse bien évidemment significativement plus grande qui utilise cette fois des mousses simplement d'isolation et une petite cale rigide dans le fond sous forme de mousse rouge.